Donc, encore une fois, bonjour à tout le monde. Je vais présenter Frédéric, qui va être le premier à prendre la parole pour à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes. Je vais te présenter Frédéric et ensuite, ce sera ton tour de parole à toi, Anne-Sophie. Puis à ce moment-là, je te présenterai à ce moment-là. Je ne veux pas t'oublier, mais vraiment te présenter juste avant que tu prennes la parole. Donc, Frédéric Philippe, professeur au département de psychologie de l'UQAM, directeur du laboratoire de recherche sur les émotions et les représentations pour le projet qui s'appelle, je pense, Élaborer, détenteur aussi de la chaire de recherche sur la mémoire, les événements aversifs et la santé mentale. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Frédéric, d'être présent parmi nous. Et la parole est à toi. Parfait, merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup de l'invitation de la part du risque. Je suis content d'être ici parmi vous. Et puis, je suis content que ce soit un webinaire aussi parce que je suis présentement à New York. Donc, c'est parfait. Je suis ici pour un congrès. Alors, c'est parfait de pouvoir faire ça en ligne comme ça, puis de pouvoir revenir à Montréal de cette façon-là, par la magie de l'Internet. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de comment les changements climatiques affectent la santé mentale. Et donc, on va voir un peu plus des mécanismes psychologiques de comment les gens, justement, se représentent mentalement, ces changements climatiques-là, puis comment ces représentations-là, justement, vont, au fil du temps, peuvent, hein, au fil du temps, affecter leur santé mentale. Ce que j'ai à vous dire est très simple pour commencer, c'est presque trop simple, mais vous allez voir, les ramifications de ça sont complexes. Donc, je commence avec tout simplement ce postulat-là de base, c'est que les changements climatiques, hein, ça crée des événements aversifs. Hein. Donc, que ce soit une inondation, un feu de forêt, comme on en a vu l'été dernier, à travers le Canada. Ce sont, hein, puis toutes sortes de cataclysmes naturels, dans le fond, comme ça. Hein, ils vont créer des événements aversifs chez les gens. Donc, les gens qui vivent ces événements-là, évidemment, vont se les représenter de cette façon-là. C'est des événements aversifs d'un point de vue collectif, hein, pour une communauté donnée, pour une province donnée, un pays donné parfois, mais aussi ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui, c'est comment euh, ces événements aversifs-là, créés par les changements climatiques, viennent affecter l'individu dans son idiosyncrasie. Donc, on va aller voir un peu là, quels sont les mécanismes psychologiques qui sous-tendent ça. Donc, c'est là où les ramifications de cette hypothèse-là de base deviennent complexes. Donc, pour illustrer ça, je vais me concentrer sur des études sur les inondations, donc deux études qui ont été effectuées à mon laboratoire concernant les inondations qui ont eu lieu au Québec en 2017 et les inondations en 2019, notamment à Sainte-Marthe sur le lac, qui ont été quand même assez dévastatrices à ce niveau-là. Donc, je vais vous présenter des données empiriques sur l'effet de ces inondations-là, puis on peut voir là, quels sont les mécanismes psychologiques sous-jacents à l'effet de ces changements climatiques-là et des inondations euh, euh, sur la santé mentale. Donc, je me concentre sur les inondations, mais le modèle que je vais utiliser s'appliquerait à n'importe quelle catastrophe naturelle. On pourrait le voir comme ça. Donc, c'est juste, je vais l'illustrer avec les inondations. Donc, commençons avec tout simplement la définition de ce que c'est un événement aversif. Donc, c'est un événement de vie individuel ou collectif, hein, donc une définition large ici, qui est caractérisé par de l'incertitude et de la détresse. Donc, pour que ce soit un événement aversif, il faut que les gens hein, soit vivent cette incertitude-là ou vivent cette détresse-là. Hein. Si on ne vit pas ça, ben, on ne va pas qualifier ça d'un point de vue individuel un événement aversif. Hein. Puis sur le plan collectif, bien, on va le définir de la même façon. Donc, ça crée ça à l'intérieur d'une population, d'une communauté donnée. Maintenant,
qu'on peut aussi ajouter par rapport à ces événements aversifs-là, puis un peu qu'est-ce qui vient les caractériser au-delà de l'incertitude, de la détresse, c'est qu'ils viennent frustrer et parfois même anéantir des besoins psychologiques fondamentaux chez l'être humain. Hein, donc, la recherche nous dit qu'il y a trois besoins psychologiques fondamentaux chez l'humain, donc l'autonomie, la compétence et la filiation. Il y en a peut-être d'autres, mais disons que ce sont les trois besoins psychologiques qui ont le plus grand soutien empirique. Donc, l'autonomie ici, c'est défini vraiment comme cette capacité-là de se sentir en contrôle de ce qu'on fait, de notre vie, c'est capable de s'auto-déterminer. Donc, évidemment, l'inverse de ça, quand on vient frustrer cette autonomie-là, c'est cette sensation-là d'être complètement en perte de contrôle, hein, ou que Et l'environnement extérieur... Frédéric, excuse-moi de Oui, t'interrompre, mais je me oui. demandais si tu n'avais pas oublié de partager ton écran avec nous. Je vais vérifier. Merci de me... Voilà. Alors donc, je reprends où ce que j'étais. Désolé pour ça. Alors, comme je disais, ça vient frustrer des besoins psychologiques fondamentaux. L'autonomie, la compétence ici, qui est tout simplement de sentir qu'on est capable d'interagir avec l'environnement de façon efficace, et la filiation, qu'on se sent connecté avec les autres. Donc, dans le cas, par exemple, d'une inondation, hein, c'est assez clair que un tel événement vient frustrer ces besoins psychologiques-là de façon assez importante. On se sent complètement en perte de contrôle avec l'environnement extérieur. Souvent, on ne sait pas comment réagir nécessairement à ça. Et parfois, l'affiliation peut être présente, mais si on réussit à connecter avec d'autres gens, à s'entraider, mais parfois aussi, on va se sentir seul, on va se sentir délaissé par les institutions, par les gouvernements, dans l'aide qui est attribuée, par l'aide des différentes organisations. Donc, c'est là où ça peut jouer sur ces trois besoins-là. Et l'autre chose fondamentale, des événements aversifs, c'est que on a besoin très souvent de réguler émotionnellement ces événements-là. Et donc, la façon dont on va le faire, ça va venir impacter ça aussi, la santé mentale, parce qu'il y a différentes façons de réguler émotionnellement ces événements-là aversifs liés au changement climatique. On va voir un petit peu plus tard comment. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important, ces événements aversifs-là? C'est que quand on vit cet événement-là, c'est une chose. Si on vit une inondation, notre maison se fait inonder, alors c'est un choc psychologique chez la plupart des gens. Mais, et là, à un moment donné, l'eau se résorbe, on reconstruit la maison peut-être, mais ça se termine pas là. Cet événement aversif-là continue d'avoir un impact psychologique. Pourquoi? Parce qu'il s'encode dans le cerveau sur le plan de la mémoire épisodique et autobiographique. Et donc, il demeure avec nous, il fait maintenant partie de nous, il fait partie de notre compréhension du monde externe. Et donc, on va l'utiliser par après pour prédire d'autres situations. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, ça peut faire partie maintenant ça fait partie maintenant de nos connaissances et de la façon dont on va évaluer la réalité externe. Et ce souvenir-là, de cet événement aversif-là, va s'encoder avec ces représentations-là de besoins psychologiques, s'ils ont été frustrés plus ou moins par l'événement chez une personne en particulier, puis comment la personne spécifiquement a régulé émotionnellement cet événement-là. Et donc, ça va s'ancrer comme ça dans le cerveau et ça vient être associé à ces représentations-là de besoins psychologiques et de régulation émotionnelle. Et donc, si un événement X survient par après, un événement X, peu importe lequel, qui vient réactiver, parce que les deux événements sont similaires en apparence, qui vient réactiver le souvenir de cet événement aversif-là, eh bien, la personne va y réagir avec ce sentiment-là de même frustration des besoins psychologiques qu'elle a vécu lors de l'événement initial d'inondation et va essayer de réguler cet événement X-là de la même façon qu'elle l'a régulé par après. Alors, vous voyez, ça crée une boucle de rétroaction au fil du temps où est-ce que ces connaissances-là sur les événements aversifs et la façon dont on y a réagi viennent influencer comment on va réagir à des événements futurs. Alors, vous comprenez ici que pour une personne qui a été
dont les besoins psychologiques ont été bafoués complètement par un événement comme de voir sa maison inondée, puis qui a utilisé une régulation émotionnelle peu adaptative hein, pour gérer cet événement-là. Un autre événement très simple, très banal pourrait arriver du genre son évier coule, hein, qui vient rappeler ces grandes inondations-là, mais ça va venir affecter les actions, les émotions de la personne. Puis au fil du temps, si ces événements-là sont fréquemment réactivés, ça vient influencer la santé mentale déjà. Maintenant, c'est pas parce qu'on a vécu un événement aversif difficile qu'on a régulé ça d'une façon peu adaptée, peut-être, qu'on est pris avec cet événement-là, puis que cet événement-là va continuer à influencer notre santé mentale au fil du temps. Pourquoi? Parce que les souvenirs de ces événements-là, ils s'associent entre eux dans le cerveau. Le cerveau va toujours évaluer la réalité extérieure, pas juste en fonction d'un souvenir. Hein. Il va l'évaluer en fonction de différents souvenirs psychologiques qui se ressemblent entre eux. Donc, peut-être ici une personne qui aurait vécu les inondations de façon très frustrante sur le plan des besoins psychologiques, qui s'est senti complètement en perte de contrôle face à cet événement-là. Mais le cerveau va associer cet événement-là à d'autres événements qui ont été déjà vécus, qui peuvent être de différents ordres. Donc, par exemple, ici, un participant de l'étude qui rapporte un souvenir relié aux inondations de 2017 va se rappeler un autre souvenir, va nous dire, ben, ça me fait penser aux événements de verglas, les tempêtes de verglas qu'il y a eu en 1998. Mais ce souvenir-là est relativement satisfaisant des besoins psychologiques parce que ce qui se rappelle particulièrement de cet événement-là, c'était la satisfaction des besoins psychologiques, au sens où il y avait eu beaucoup d'entraide. C'est de ça qu'il se rappelle particulièrement. Ça lui fait penser aussi quand il était jeune, il avait manqué d'électricité, puis ses parents avaient demandé de l'aide d'un voisin pour mettre leur nourriture dans le réfrigérateur. Donc là, il voyait dans ce souvenir-là, pour lui, encore une fois, c'est de l'entraide qui existe. Puis ça lui fait penser tout simplement à un voyage en canot qu'il a fait avec des amis, où là aussi, ses besoins psychologiques étaient satisfaits. Donc, vous voyez ici comment un événement aversif frustrant des besoins psychologiques peut venir s'insérer dans le système de mémoire avec complètement divers autres événements qui viennent tempérer l'effet négatif de cet événement aversif-là initial d'inondation. Comparons ça à quelqu'un d'autre qui a vécu ces mêmes inondations-là, dont les besoins psychologiques ont été très frustrés, mais lui associe ça au fait qu'il y a eu des grandes difficultés à recevoir des indemnités du gouvernement, très frustré par la façon dont le gouvernement fonctionne. Ça lui fait penser à une fois où un arbre est tombé sur la maison de sa mère suite à une espèce de petit ouragan, des vents violents. Alors, vous voyez des événements complètement différents qui peuvent toucher aux catastrophes naturelles, mais pas nécessairement. Le cerveau fait ces liens-là sur la base juste d'éléments similaires. Deux tempêtes ou deux catastrophes naturelles, ou pense plutôt au fait que il venait d'acheter une sécheuse et puis son sous-sol a été complètement inondé et il doit acheter maintenant sa nouvelle sécheuse. Donc, vous voyez ici un réseau de souvenirs complètement différents où les besoins psychologiques sont très, très frustrés dans ce réseau-là. Donc, ici, on va voir que l'événement d'inondation est exacerbé par d'anciens souvenirs qui sont vécus. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on vit un événement aversif relié à des changements climatiques, eh bien, c'est pas juste l'événement en soi, ça vient éveiller qu'est-ce qu'on a vécu dans notre passé. Et dépendamment de ça, donc dépendamment de ces différences individuelles-là, ça peut venir nous aider à réguler cet événement-là ou pire, à exacerber ça. Alors, si on regarde sur le plan empirique, dans les inondations de 2017, il y a eu toutes sortes d'inondations en 2017, plein de rivières qui ont débordé, donc ça a affecté des gens à différents endroits. Donc, vous avez ici la map un peu de ces débordements-là, avec les participants aussi d'où ils provenaient, donc un peu plus évidemment de la population de l'île de Montréal. Et si on regarde ici les résultats, ce qui nous intéressait ici, c'était une étude prospective. Donc, on a mesuré les symptômes psychologiques des gens, donc les symptômes d'anxiété et de dépression, tout de suite après ces inondations-là. Et on a suivi les gens dans le temps pour voir
ces souvenirs-là des inondations, puis comment est-ce qu'ils sont organisés dans le cerveau, est-ce que ça continue au fil du temps, même après l'événement terminé? Est-ce que ça continue à augmenter les symptômes psychologiques? Alors, on prédit ici, dans une analyse de régression, on prédit ici les symptômes psychologiques 3 mois plus tard, donc au temps 2. Donc, évidemment, on contrôle pour les symptômes psychologiques au temps 1. Et on remarque ici qu'évidemment, les gens qui ont été affectés par les inondations, vont évidemment avoir tendance à avoir plus de symptômes au fil du temps. Hein. Donc, on avait des gens qui avaient été affectés par les inondations, puis d'autres qui avaient juste été témoins. OK? Et si on regarde en bleu en bas, bien on voit que la satisfaction des besoins dans un souvenir d'inondation, donc à quel point ces besoins-là ont été plus satisfaits que frustrés. Hein, si tu étais capable de vivre cet événement-là avec plus de satisfaction, bien, on voit que tu as moins de symptômes psychologiques au fil du temps. Et dans les réseaux de souvenirs uniquement, donc les anciens souvenirs avant même les inondations, on voit que là aussi, si tu es capable d'associer donc les souvenirs qui vont être éveillés par cette inondation-là, là aussi, la satisfaction des besoins dans ces souvenirs-là va venir diminuer les symptômes psychologiques au fil du temps. Donc, ce sont 2 effets additionnels qui vont même au-delà de si tu as été affecté ou pas par les inondations. L'autre chose intéressante, c'est qu'on a ici les termes d'interaction où est-ce qu'on va regarder, est-ce que ces souvenirs-là vont prédire une diminution des symptômes psychologiques ou une augmentation, c'est la même chose mais à l'inverse, que tu aies vécu les inondations ou pas. Ce qu'on remarque ici, ce sont ici le graphique de cette interaction nulle-là, dans le fond, c'est qu'en rose, vous avez les gens qui ont juste été témoins de ces inondations-là. Okay? Et en jaune, vous avez les gens qui ont vécu, qui ont eu leur maison inondée. Donc, on voit en termes sur l'axe des Y, on voit que les symptômes psychologiques sont plus élevés, évidemment, chez les gens qui ont vécu les inondations. Mais vous voyez la relation avec la satisfaction des besoins psychologiques dans les réseaux de souvenirs. On voit que même si tu as été témoin de ces inondations-là, donc tout simplement témoin, ben là aussi, ce que cette inondation-là éveille comme souvenir passé, ben, la satisfaction des besoins va venir diminuer les symptômes psychologiques chez ces gens-là, de la même façon que ça les diminue chez les gens qui ont eu eux-mêmes leur maison inondée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu sois touché directement par un événement relié au changement climatique ou que tu sois juste au courant que ça se passe chez d'autres personnes, ça peut venir t'affecter psychologiquement de la même façon. En moins grande intensité, comme on voit la différence entre les 2 lignes, mais ça crée malgré tout des symptômes psychologiques. Et puis, la façon dont le genre de souvenirs qui sont éveillés par ces inondations-là, s'ils sont très frustrants, des besoins psychologiques, ça va venir augmenter les symptômes psychologiques déjà. Je vous montre maintenant une deuxième étude qui a eu lieu à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, donc en 2019, donc immédiatement après les inondations, dès qu'on pouvait retourner sur les lieux, on avait des assistants de recherche qui allaient faire du porte-à-porte, là, ils mettaient des bottes parce qu'il y avait encore de l'eau un peu partout, mais du moment que les gens ont pu entrer à nouveau dans leur maison et que c'était sécuritaire, eh bien, on les a invités à participer à notre étude sur ce sujet-là. Et dans cette étude-là, la première, j'ai plus regardé les besoins psychologiques. Ici, je vais vous montrer comment la régulation émotionnelle a un peu ce même effet-là. Et je vais me concentrer sur les symptômes de stress post-traumatique parce que c'était un événement la Sainte-Marthe, c'était un événement très, très soudain et qui a créé beaucoup, beaucoup de stress post-traumatique. Et donc, cette régulation émotionnelle-là, bien souvent, quand on vit un événement comme celui-là, de tout à coup d'avoir sa maison inondée, et là, les pompiers arrivaient durant la nuit, sortaient les gens de la maison. Ça avait presque une impression de guerre, là. Les gens disaient qu'ils entendaient encore les sirènes là, des pompiers dans leur tête là, plusieurs mois après les événements. Donc, vraiment chargé. Et souvent, la première réaction humaine, c'est de se sentir débordé par quelque chose comme ça, qu'on s'attend pas. On sait pas comment y réagir, évidemment. C'est pas comme si on avait beaucoup de pratique de voir sa maison inondée puis de devoir quitter pendant la nuit. Donc, ce sentiment-là, tout ce qu'on est capable de faire avec l'émotion, c'est d'être pris un petit peu avec cette charge émotionnelle-là. Et souvent, les gens, pour essayer de faire quelque chose avec ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essayent d'éviter d'y penser.
hein. Donc, ils essayent de, ah non, je vais arrêter d'y penser. Puis souvent, dans un événement très chargé, hein, on a des flashbacks, hein, des pensées intrusives qui nous viennent en tête. Les gens essayent d'arrêter d'y penser, ce qui est une des pires choses à faire, malheureusement, parce que ça peut fonctionner sur le court terme, mais à long terme, hein, ça crée des problèmes parce que ces souvenirs-là reviennent constamment en tête et les gens deviennent complètement dysfonctionnels, hein, puis c'est là que les symptômes de stress post-traumatique surviennent. Donc, une façon de mieux gérer ces événements-là, c'est souvent d'essayer de faire sens de ces événements-là pour que ça devienne cohérent mentalement d'avoir vécu ça, hein. On peut travailler directement sur le problème à trouver des solutions. Au fil du temps, même si c'est plus difficile émotionnellement, au fil du temps, les gens vont mieux s'ils utilisent plus ce type de régulation émotionnelle-là. Alors, dans cette étude-là, même chose, on va faire une étude prospective où est-ce qu'on va aller sonder les gens immédiatement après les inondations. On leur demande un souvenir lié à ces inondations-là. Donc souvent, ce qu'ils nous disaient, c'est que les pompiers, quand ils sont venus, nous ont sortis, on devait partir. Souvent, c'était ce genre de souvenirs-là. Puis de la même façon, ils vont associer ça à d'autres événements qu'ils ont vécus, hein. Ça peut être lié ou pas aux inondations. Et puis maintenant, on va aller mesurer plutôt comment ils ont régulé émotionnellement chacun de ces souvenirs-là. Donc, on a une mesure, si vous voulez, de à quel point ils ont été débordés émotionnellement par l'ensemble de ces souvenirs-là, ou est-ce qu'ils ont plus réussi à faire sens de l'ensemble de ça. Donc, évidemment, ici, ce qui va nous intéresser, c'est que la façon dont d'anciens souvenirs qu'est-ce qui a été éveillé, hein, par les inondations présentes? Ben, si les gens étaient plus débordés émotionnellement, plus régulés ça avec du débordement dans le passé, bien, ils risquent de vivre la situation présente avec plus de débordement. Et ça risque d'engendrer, hein, des symptômes de stress post-traumatique. Donc ici, vous avez autant 1. Donc immédiatement après les inondations, évidemment, les gens qui ont été inondés directement, encore une fois, on a un groupe contrôle, les gens qui ont juste été témoins, ben, les gens qui ont été inondés, hein, ont plus de stress post-traumatique. OK? Ce qu'on trouve aussi également, hein, c'est qu'ici, on trouve une interaction significative, hein, puis on la retrouve 6 mois plus tard également. Donc, 6 mois après les inondations, hein, même en contrôlant pour le stress post-traumatique, les symptômes du temps 1, on voit que ce débordement-là chez les personnes inondées, hein, va augmenter les symptômes de stress post-traumatique jusqu'à 6 mois plus tard, hein. Donc, à l'inverse, les gens qui étaient moins débordés par ces inondations-là, que les souvenirs passés éveillés par les inondations étaient régulés avec moins de débordements, vont avoir moins de symptômes au fil du temps. Donc, ici, vous avez l'interaction de ça. Ici, pourquoi il y a une interaction significative, puis qu'on ne l'avait pas à l'autre côté? Ben, pour le stress post-traumatique, c'est un critère du DSM, hein. Il faut que tu aies vécu l'événement toi-même, hein, et que ça mette en menace ta vie. Donc, on voit, hein, que ce critère-là est vrai. Les gens qui n'ont pas vécu cet événement-là n'ont pas particulièrement eu d'augmentation de stress post-traumatique, mais chez les gens qui l'ont vécu directement, hein, on a une augmentation du stress post-traumatique. Hein, par contre, ça ne vient pas à l'encontre de l'étude précédente. Hein, la dépression et l'anxiété peuvent être augmentées même chez les gens qui sont juste témoins de changements climatiques, de phénomènes comme ça. Et autre chose intéressante également, ben, dans ces études-là, on contrôle évidemment pour la façon dont les gens régulent leurs émotions en général. Est-ce que c'est les gens en général qui font plus de sens quand ils vivent un événement difficile ou qui sont plus débordés ou qui évitent plus en général? Donc, ces résultats-là sont même en contrôlant, hein, pour comment les gens régulent leurs émotions en général. Et on voit que c'est vraiment spécifique aux événements puis spécifique aux souvenirs qui sont activés, hein, souvenirs passés qui sont activés par les inondations qui viennent créer cet effet-là sur le stress post-traumatique. Donc, ce que ça veut dire, c'est on aurait beau équiper les gens, leur montrer comment réguler leurs émotions en général, hein, d'une meilleure façon, ça ne changera rien. Hein, ce qu'il faut faire plutôt, c'est d'agir sur comment ils ont vécu l'événement spécifique. Donc, l'aide psychologique apportée doit porter sur l'événement en question, mais aussi sur qu'est-ce que ça vient éveiller chez les gens. Ça peut éveiller d'anciens souvenirs qui n'ont rien à voir avec des inondations, des catastrophes naturelles. Donc, en conclusion, hein, on voit que les événements aversifs, hein, ils ont un coût sur la santé mentale, et c'est un coût collectif, bien sûr, mais c'est un coût personnel parce qu'il y a des différences individuelles, puis il y a des gens qui, ça va venir éveiller, hein, d'anciens souvenirs qui vont exacerber cet effet-là des événements aversifs collectifs sur leur santé mentale.
Donc, d'abord à cause de l'événement, puis ce qui vient d'être fait. Puis on voit que même chez les personnes témoins, hein, même chez les gens qui sont juste au courant que ça se passe dans leur communauté, ça peut venir augmenter des symptômes de dépression, d'anxiété. Donc, ces événements aversifs-là, hein, créés par les changements climatiques, ça bafoue complètement les besoins psychologiques des gens et ça perturbe énormément la régulation émotionnelle. Et donc, ce sont deux aspects qui, dans les interventions psychologiques auprès des victimes de catastrophes naturelles, hein, sur lesquelles on pourrait travailler plus spécifiquement. Et notamment parce qu'une des façons de réguler l'émotion, comme on a dit tantôt, c'est l'évitement de l'émotion. Et quand on évite, on distorsionne également la réalité, hein, pour éviter d'y penser, mais aussi pour transformer la réalité. Et on voit dans ces événements-là aussi, il y a plus de conspirationnisme, de complotisme qui peut survenir. Les gens préfèrent adhérer à une mentalité comme ça de c'est pas vrai, c'est créé. On l'a vu par exemple avec les feux de forêt, hein, c'était la Sopfeu qui allumait les feux, ou le gouvernement qui créait ça pour empêcher les gens de sortir de chez eux. Alors, dans ces moments-là, il y a plus de ce genre de philosophie-là qui vont survenir. Et donc, si on a de plus en plus de changements climatiques et d'événements catastrophiques qui surviennent, on peut s'attendre à encore plus de complotisme parce que c'est une façon que les gens utilisent pour réguler la charge émotionnelle très forte que ces événements-là produisent. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. C'est vraiment passionnant. Je pense qu'on va avoir tous énormément de questions. Tu viens de toucher à des points extrêmement sensibles qui vont certainement engendrer. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric. Est-ce que tu veux qu'on te pose des questions tout de suite ou on attend après la présentation à Sophie pour organiser les questions de façon Ouais, collective? on pourrait attendre après, puis je pense que nos deux présentations vont se compléter, puis Ouais. on pourrait répondre peut-être aux mêmes questions que tu avais en ajout, là. OK, parfait. Donc, gardez vos questions. Je suis sûr qu'il va y en avoir et des réactions. Encore une fois, merci beaucoup, Frédéric. Alors, présentons notre prochaine présentatrice, Anne-Sophie Gousse-Lessard, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, nouvellement d'ailleurs embauchée. Félicitations, Anne-Sophie. Spécialiste en psychologie, communication environnementale et co-directrice du groupe interdisciplinaire de recherche sur l'éco-anxiété et l'engagement citoyen. Merci Anne-Sophie d'être là. La parole est à toi. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Frédéric pour la présentation. J'ai hâte à la discussion par la suite. Alors, je vais partager mon écran ici. Voilà. Donc, on continue sur le même thème, hein, de la santé mentale et des événements météorologiques extrêmes et je vais mettre l'accent en fait sur le cas de l'éco-anxiété. Donc, d'abord, j'aimerais remercier Mélissa Généreux parce que les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus de son étude populationnelle qu'elle a menée puis à laquelle j'ai pu collaborer. Donc, merci beaucoup. Mélissa, qui est d'ailleurs une membre du risque également. Puis bon, l'étude que je vais vous présenter là, rentre dans la programmation aussi du GIREC que j'ai le plaisir de co-diriger avec Maxime Boivin, ma collègue de l'INSPQ. Voilà. Donc, on va tomber dans le vif du sujet avec une première affirmation bon, qu'on connaît et qu'on a vu aussi bon, avec la présentation de Frédéric. Ben, les changements climatiques influencent la santé mentale et communautaire. Donc, il y a des impacts directs et indirects. Ça veut dire que oui, via les événements météorologiques extrêmes, ponctuels, aigus, comme inondations, feux de forêt, mais il y a aussi des impacts indirects dans le sens d'événements davantage chroniques, par exemple des sécheresses chroniques, l'élévation, quand on voit l'élévation du niveau des eaux, par exemple, ou indirect dans le sens d'impact en cascade. Hein, c'est pas parce que si notre maison n'a pas été inondée, mais on a peut-être perdu notre travail à cause de ça, on a peut-être même perdu des amis, etc. Donc, il peut avoir des impacts à la fois sur l'individu. Je ne vais pas revenir là-dessus, là, Frédéric en a parlé beaucoup là, sur des impacts au niveau individuel. Il y a aussi des impacts si
on monte d'une échelle d'un niveau, donc des impacts au niveau de du ménage qui sont aussi documentés par la recherche. Donc, ça dérègle les dynamiques familiales. On voit plus de conflits, de violences, d'abus, d'agressions, entre autres. Et ça a un impact aussi au niveau communautaire, où les dynamiques sociales sont aussi perturbées. Donc, il y en a qui rapportent davantage de comportements de violence, notamment quand il y a un manque de ressources, soit d'eau potable ou d'alimentation, etc. Ça peut augmenter certaines violences sociales. Il y a une perte de cohésion, un sentiment d'insécurité, puis aussi une perte de sens là, liée à l'attachement à notre milieu de vie qu'on avait, et on voit tout dérégler. Mais il y a aussi des impacts positifs qui sont documentés, comme la satisfaction d'efficacité collective, due à une ambiance de solidarité, d'entraide qui peut subvenir quand il arrive des événements météorologiques extrêmes. Frédéric l'a bien mentionné aussi, là, c'est des effets qui peuvent perdurer dans le temps. Puis cette temporalité-là, là, post-désastre, c'est vraiment importante à considérer quand on s'intéresse à la santé mentale, puis qu'on veut accompagner les gens aussi qui ont vécu un tel événement. Ça, c'est un modèle là, qui est assez bien connu dans la gestion post-désastre. Donc, quand il arrive un événement, un aléa, on sent souvent, il y a comme une phase héroïque où on est en mode survie un peu. Donc, on met toute notre énergie pour se protéger la famille, aider les autres. Il y a une lune de miel où le sentiment de solidarité collective aussi est très présent. Mais plus le temps passe, c'est-à-dire en quelques jours, voire semaines, il y a chute. C'est-à-dire qu'il y a une grande baisse d'énergie, un découragement, une désillusion quand on prend conscience de l'ampleur des dégâts du désastre. Puis la reconstruction, à la fois au niveau psychologique là, de soi-même, mais aussi de la communauté, mais ça prend du temps. C'est pas linéaire, cette affaire-là. On peut avoir des rechutes quand ça fait 1 an, le post-événement extrême, par exemple. Puis ça peut prendre plusieurs années, 2, 3 ans avant de se sentir reconstruit, voire transformé aussi de par cette situation-là. Ici, je vous présente là, un tableau que j'aime bien, là, ici, du projet ARICA qui a été mené par Lily Lessard, une autre membre du risque, qui nous montre en fait certains impacts au niveau de la santé mentale, puis communautaire aussi, selon les phases de réponse post-désastre. C'est important de considérer cette temporalité-là parce que on vit de plus en plus dans un monde où, en fait, il y a des risques systémiques et on est dans un contexte où il y aura plusieurs chocs à venir et certains chocs, événements aversifs, comme Frédéric le dit, mais peuvent subvenir alors que la population ne s'est pas encore rétablie de l'événement passé. Ça peut être au niveau des événements météorologiques extrêmes seulement. On peut penser à Gatineau, par exemple, qui a vécu en 2017 les inondations, 2018 une tornade, 2019 des inondations. Après 2020, là, c'est la pandémie qui est arrivée. Donc, les chocs peuvent être de différentes natures. Oui, météorologiques, climatiques, mais aussi économiques, géopolitiques, etc. Et donc, de prendre en considération les étapes de rétablissement aussi, bien, ça va être utile. Et dans un contexte multirisque et multichoc, bien, ça va être important aussi pour soutenir les gens dans leur rétablissement. Cela étant dit, le lien avec l'éco-anxiété, c'est que l'éco-anxiété est aussi un impact parmi d'autres des changements climatiques. On dit souvent que ça fait partie des impacts vicariants. Vicariants, c'est parce qu'on n'est pas obligé de subir un événement météorologique extrême, un peu comme Frédéric l'a dit, pour vivre de l'éco-anxiété,
pour avoir une crainte de la ruine de notre civilisation à venir, pour cette prise de conscience-là des dérèglements à la fois environnementaux et climatiques. Donc, ça peut se faire via, bon, les recherches montrent, là, par exemple, que l'inaction politique est un grand catalyseur de l'éco-anxiété. Ça peut se faire via les médias, la façon dont les médias vont couvrir les événements ou vont parler des changements climatiques. Ça peut se faire en classe ou dans le discours social aussi qu'on entretient avec les proches, les amis, etc., qui peuvent déclencher cette éco-anxiété-là. Donc, c'est quoi le lien entre les événements météorologiques extrêmes et l'éco-anxiété? Donc, le fait de vivre un tel événement, est-ce que c'est lié à l'éco-anxiété? Les recherches ne sont pas claires là-dessus pour l'instant, c'est-à-dire qu'on voit c'est mitigé, bref. Donc, il y a certaines recherches qui montrent effectivement qu'il y aurait un lien entre le fait de vivre de tels événements et le ressenti d'éco-anxiété, alors que d'autres recherches montrent qu'il n'y a pas de lien significatif entre les deux. Nous, dans notre étude, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'il y avait un lien. Donc, on a posé, là, on avait une étude populationnelle qu'on a menée, que Mélissa a menée, en fait, à l'échelle de la population québécoise, dans toutes les régions du Québec. On avait au-delà de 11 000 participants, ce qui était vraiment très chouette à regarder, à analyser. Et donc, on a demandé si les gens avaient vécu des événements météorologiques extrêmes, puis de quel type également. Puis ce qu'on voit, c'est que plus les gens ont rapporté avoir vécu différents types d'événements météorologiques extrêmes, comme le verglas, des inondations, des feux de forêt, des tornades, mais plus les gens rapportaient d'éco-anxiété. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi? Parce que c'est pas. Bon, l'éco-anxiété, c'est oui une prise de conscience de l'inaction, des choses qu'on n'a pas faites dans le passé aussi, mais c'est aussi une anticipation de l'avenir. Donc, pour que la personne qui a vécu un événement météorologique extrême puisse vivre de l'éco-anxiété, c'est que la personne doit être en mesure de faire le lien entre l'inondation, par exemple, qu'elle vient de vivre et le contexte global des dérèglements climatiques, et il doit savoir que ce type d'événement-là va revenir de façon peut-être plus intense ou plus fréquente dans le futur, et que ça peut nourrir l'éco-anxiété. Donc, le lien n'est pas nécessairement direct. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que, en fait, c'est pas parce qu'on vit un tel événement qu'on va mieux se préparer à d'autres événements, parce que des fois, on tombe dans soit des mécanismes de déni, ou si peut-être qu'on ne croit pas au changement climatique. Donc, il y a des études, par exemple, qui ont montré que l'idéologie politique va nuire à l'adaptation à des événements futurs, même si on vient de vivre une inondation, par exemple. Donc, il y a plein de mécanismes, en fait, là, qui viennent jouer là-dedans. Donc, le lien n'est pas nécessairement direct. Dans notre étude, ce qu'on a trouvé, entre autres, c'est que le lien était partiellement expliqué par la perception de menace ou la perception de risque. C'est-à-dire que, bon, le premier côté, ici, là, ça tombe sur le sens un peu. Plus on perçoit que les changements climatiques représentent un risque pour nous ou pour notre famille, bien, plus on va avoir tendance à vivre de l'éco-anxiété. Donc ça tombe un peu sur le sens. Ici, ce qu'on voit, en fait, c'est que les événements, le fait d'avoir vécu un ou plusieurs événements météorologiques extrêmes peut agir comme un wake-up call, en fait, là, comme une prise de conscience de « Oh, ben peut-être que justement, ça veut dire que tout d'un coup, les changements climatiques représentent un réel risque pour moi et pour ma famille, ce qui fait en sorte que je vais vivre plus d'éco-anxiété à la suite de l'événement météorologique extrême que j'ai vécu. » Ça, c'est une explication bon, partielle. Il y a d'autres variables qui rentrent en ligne de compte que je ne vous présente pas aujourd'hui. On avait mesuré la littératie climatique, par exemple, l'information, les connaissances que nous avons sur les changements climatiques, l'attachement au lieu, etc. Donc, mais les recherches vont devoir se poursuivre pour bien comprendre les mécanismes explicatifs sous-jacents.
Un autre point ici, l'éco-anxiété peut mener à une moins bonne santé mentale, hein, parce que, bon, c'est bien de savoir que l'événement météorologique extrême peut amener plus d'éco-anxiété, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens? Bon, en premier, au niveau de l'intensité de l'éco-anxiété, mais il faut dire que l'éco-anxiété est une réaction normale, valide, face à une menace réelle. OK? Donc, la plupart des chercheurs, chercheuses s'entendent pour dire que ce n'est pas nécessairement pathologique. OK? Si l'éco-anxiété devient très intense, prend trop de place dans la vie des gens et mène beaucoup de détresse, ça peut tomber dans un profil clinique ou plus pathologique, mais il peut avoir un niveau dit normal. Ça ne veut pas dire que même au niveau normal ou modéré d'éco-anxiété, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact dans la vie des gens, évidemment, mais ce n'est pas nécessairement pathologique. Comme je dis souvent, plus ou moins à la blague, des fois, c'est les gens, en fait, pour moi, c'est les gens qui ne sont pas du tout préoccupés en ce moment qui me stressent plus que d'autres choses. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est au niveau de l'intensité de l'éco-anxiété. Mais il y a aussi la façon qu'on va vivre notre éco-anxiété. J'aime particulièrement l'échelle de Hogg de l'éco-anxiété parce que l'échelle de mesure de l'éco-anxiété comprend 4 sous-dimensions, 4 facettes différentes de l'éco-anxiété. Ça veut dire que notre éco-anxiété peut se manifester par des affects, des émotions différentes, comme on peut se sentir nerveux, préoccupé, avoir peur quand on réfléchit, quand on pense aux problématiques environnementales en général et au changement climatique en particulier. Les effets peuvent être aussi au niveau des cognitions, de notre pensée. Donc, il y en a qui rapportent ne pas être capables d'arrêter de penser au changement climatique parce que ça les habite beaucoup. Les impacts peuvent être au niveau du fonctionnement quotidien, là, des comportements. Donc, il y en a qui vont rapporter avoir de la difficulté à dormir, à manger, à apprécier les situations sociales avec les autres, à étudier, à travailler. Puis, il y a une facette que j'appelle plus existentielle, mais plus liée aussi à la responsabilité, comment on se sent coupable de nos propres comportements, ce qui ajoute à notre éco-anxiété et comment on se sent aussi préoccupé par le futur de l'humanité. Donc, ce qu'on a regardé, on a utilisé ces 4 sous-dimensions-là pour mesurer l'éco-anxiété dans notre étude. On a demandé aux gens, durant les 2 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous vécu les effets suivants lorsque vous pensiez au changement climatique ou à d'autres problèmes environnementaux. Donc là, il nous disait de jamais, de 0, hein, jamais, je ne ressens pas ces effets-là, ou 4, presque à tous les jours dans les 2 dernières semaines. Un premier constat, là, rapidement, c'est qu'il y a un effet d'âge assez important. On le voit aussi ailleurs là, dans d'autres recherches, c'est bien documenté. Ici, on voit là, en vert plus pâle, en fait, c'est les jeunes adultes de 18 à 24 ans pardon, qui rapportent systématiquement, ils sont plus nombreux à rapporter des manifestations de l'éco-anxiété, hein, qui disent qu'ils l'ont ressenti souvent ou presque toujours dans les 2 dernières semaines. Autrement, on s'est demandé aussi, est-ce que l'éco-anxiété amène ou, en tout cas, est associée à certains symptômes d'anxiété générale et de symptômes de dépression? Alors, on a regardé là, par des analyses de régression ce lien-là, mais en contrôlant l'influence du stress causé par la COVID, parce que l'étude a été menée pendant la pandémie. On voulait essayer de différencier l'éco-anxiété de l'anxiété liée à la COVID. On a aussi contrôlé là, pour le stress quotidien, l'âge et le genre. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au-delà du stresseur COVID, du stress quotidien et de l'âge et du genre, il y avait 2 sous-dimensions qui étaient liées aux symptômes d'anxiété générale. C'était la dimension des affects, des émotions, puis la dimension du dysfonctionnement, donc avoir la misère à dormir, par exemple, qui était liée aux symptômes d'anxiété générale. On a fait d'autres analyses sur les symptômes de dépression. Et ce qu'on a vu, c'est que seulement la sous-dimension de dysfonctionnement qui était liée aux symptômes de dépression. Ça veut dire donc que les
Au-delà de l'intensité vécue de l'éco-anxiété, c'est les sous-dimensions sont importantes à considérer quand on veut comprendre l'impact de l'éco-anxiété sur la santé mentale. À titre pour les curieux, curieuses aussi, en fait, là, on a regardé un peu, on a fait le même genre d'analyse sur les intentions d'agir, de lutter contre les changements climatiques. Puis on a fait des analyses de logistique en tenant compte, voilà, de certaines variables qui sont liées à la volonté d'agir. Hein. Plus on est informé sur les changements climatiques, normalement, plus on a l'intention d'agir et plus on perçoit que les changements climatiques sont une menace pour nous, mais plus l'intention d'agir est grande normalement. Là, on a pris ça en compte, puis on a regardé, OK, mais au-delà de ces facteurs-là, est-ce que l'éco-anxiété est un moteur d'action ou au contraire, est-ce que ça nuit à l'intention d'agir contre les changements, pour lutter contre les changements climatiques? Et on a vu ici que les deux sous-dimensions, dont affective et de rumination, les pensées, c'était pas lié d'un bord ou de l'autre, positivement ou négativement, c'était pas lié de façon significative à la volonté d'agir ou non. Ce qu'on a vu, c'est que la sous-dimension existentielle, donc se sentir responsable, coupable et être inquiet par rapport au futur de l'humanité, ça, c'était lié positivement au fait d'être prêt. Les gens avaient plus de probabilité d'être prêts à agir, même si ça dérange leur style de vie et leurs habitudes. Donc, dans ce cas-ci, cette sous-dimension-là est un moteur d'action. Alors que la sous-dimension de dysfonctionnement, là, quand ça prend trop de place dans notre vie, les gens là, qui ont rapporté là, vivre davantage cette facette de l'éco-anxiété-là avaient une plus grande probabilité de dire qu'ils n'étaient pas prêts à agir ou de changer les choses. On peut lier ça au phénomène d'éco-paralysie, peut-être à l'impuissance, au découragement. Il va falloir aller creuser ça davantage. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les changements climatiques impactent la santé mentale et communautaire de diverses façons. Le fait de vivre des événements météorologiques extrêmes peut favoriser l'éco-anxiété ressentie, ce qui ajoute au stress, une couche de stress, en fait, à la situation déjà difficile, comme Frédéric nous a bien parlé. L'éco-anxiété, c'est un ajout. Donc, en plus d'essayer de coper, hein, de se réguler par rapport à ce qu'on vient de vivre, il y a certaines personnes donc, qui réfléchissent aussi au contexte global de notre rapport au monde puis du dérèglement climatique. Les recherches vont devoir se poursuivre sur ces questions-là pour bien comprendre les mécanismes qui expliquent ces liens-là. Puis au-delà de l'intensité, la façon, les facettes, la façon de vivre l'éco-anxiété va influencer à la fois notre bien-être psychologique et notre volonté d'agir par la suite. Voilà. Puis je vous laisse avec quelques documents ou rapports là, qui s'intéressent particulièrement aux impacts des changements climatiques sur la santé mentale et dans un contexte de risque systémique là, que nous avons fait avec les membres du risque. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Encore une fois, très, très intéressant. Alors, on va y aller avec la période de questions. Je vois s'il y en a dans le chat. On demande d'ailleurs rapidement si on peut avoir accès à vos PowerPoint. Oui, OK. Merci beaucoup. Alors, allons-y. Levez la main ou utilisez le chat pour le... Alors, Lisa-Marie Carion, la parole est à vous. Oui, j'avais une question. Quand on parle de faire sens d'un événement aversif, est-ce que c'était de le comprendre? Qu'est-ce qu'on veut dire par faire sens de cet événement-là? Ouais. Ce que ça implique, c'est d'abord d'être attentif aux émotions que ça nous fait vivre. Ça, c'est la première étape vraiment. Donc, de reconnaître ces émotions-là, puis d'utiliser ces émotions-là pour en faire quelque chose. Et donc, si je suis pris avec, par exemple, une anxiété face à un changement climatique, un événement relié au changement climatique, déjà,
je vais éviter d'essayer d'agir cette émotion-là. Donc, de faire quelque chose d'impulsif. Tu sais. Donc, je vais m'intéresser d'abord, je vais être curieux à cette émotion-là. Puis, je vais essayer de voir, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, peut-être que je peux agir directement sur le problème, comme Anne-Sophie disait, hein, peut-être contribuer d'une certaine façon, faire partie d'un groupe, d'une association qui vise à protéger l'environnement. Donc, déjà, déjà, je suis en train de faire ça. J'utilise mon information émotionnelle hein, pour faire quelque chose avec. Et ça peut être tout simplement de rendre ça cohérent, de se dire, ben, il y a des changements climatiques, ils sont là pour rester, on va devoir les subir, on va devoir s'adapter, mais je fais confiance à l'être humain hein, pour être capable de trouver des solutions à long terme, puis qui vont, oui, on va vivre avec ces changements climatiques-là, mais on va trouver des solutions qui vont nous permettre de ne pas disparaître de la planète Terre. Tu sais. Donc, c'est ce faire sens-là hein, qu'on appelle plus de la régulation intégrative, dans le fond. Merci Frédéric. Alexandre? Oui, merci beaucoup pour les présentations. J'avais une question. En fait, on parle souvent d'accompagnement des populations après le désastre, après une inondation, par exemple. Est-ce qu'il y aurait des possibilités ou des manières d'accompagner les populations de manière préventive euh, dans des secteurs qui ont déjà été touchés ou même des secteurs qui pourraient être touchés dans le futur? Vas-y, Frédéric. Je peux commencer, puis peut-être Anne-Sophie, si tu veux compléter. C'est toujours difficile pour ces choses-là de prévoir d'avance parce que ça touche à la santé mentale, puis on le voit, hein, on l'a vu aussi pendant la pandémie. Dans le fond, ceux qui ont démontré le plus de difficultés sur le plan de la santé mentale, c'est ceux qui en avaient déjà avant. Hein. Donc, notre meilleure avenue d'intervention, c'est de pouvoir agir sur la santé mentale populationnelle. Chaque fois qu'on va pouvoir aider les gens à moins vivre de détresse en général dans leur vie, avoir moins de symptômes, ben mieux on va équiper la population face à des événements aversifs, face à des catastrophes naturelles. Donc, c'est très difficile d'agir spécifiquement hein, sur on va équiper les gens face aux catastrophes naturelles. Évidemment, on peut le faire en termes de plans d'évacuation, des choses comme ça, mais quand on parle de santé mentale, c'est tout simplement d'avoir plus de ressources dans notre société hein, pour agir à ce niveau-là pour aider les gens. Puis malheureusement, des fois, le système public a beaucoup de difficultés hein, avec la santé physique, on en a, mais on en a moins. Mais avec la santé mentale, on fait piètre figure, particulièrement au Québec, malheureusement. Si je peux me permettre, moi, je vais prendre la balle au bon. Vraiment, il faudrait d'abord commencer par valoriser là, la santé mentale dans la population en général. Puis ça se fait ailleurs un peu, là, mais comme on fait des fois des cartographies des vulnérabilités là, au sens des terrains, des établissements, etc., des quartiers, ben, il y a des initiatives, des fois des vulnérabilités, mais sociales, incluant aussi là, la qualité de la santé mentale des populations, qui pourraient se faire, mais ça prend de l'argent, puis il faudrait comprendre que c'est important de le faire, puis de connaître la population, puis c'est qui et où les populations sont aussi vulnérables, et de croiser ces données-là, à la fois des vulnérabilités plus physiques, là, urbaines, etc., avec les vulnérabilités sociales et de santé mentale aussi. C'est des chantiers qui se font ailleurs. Il y a eu quelques initiatives aussi au Québec, mais plus largement, ben, c'est ça, c'est des chantiers qu'il va falloir je crois qu'on devrait les mener là, dans les prochaines années. Ouais. Merci. Justin Lamar? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Moi, je travaille à la MRC de Masquinongé, et notamment sur la mise en œuvre du plan d'adaptation au changement climatique, une première version qu'on avait faite là, avant les nouvelles annonces du gouvernement. Dedans, on avait justement des mesures en lien avec le soutien psychologique, mais moi qui suis personnellement déjà très, je ne veux pas dire attaché, mais je me penche déjà beaucoup, même pour moi-même, sur l'aspect psychologique, notamment avec mon immigration, etc. Et moi, la question que je me pose, c'est que tout ça, c'est super intéressant, on le connaît, on le théorise, mais
qu'est-ce qu'on compte faire concrètement sur le terrain, parce que j'ai tendance à aimer essayer de me projeter dans les prochaines décennies, puis d'essayer d'anticiper pour éviter les problèmes, notamment avec l'aspect climatique. Puis quand j'en parle autour de moi, là, puis là, je parle pas juste au travail, je parle même dans mon environnement personnel, c'est un déni total et complet. Les gens, puis je peux le comprendre, ça dépasse tout le monde, ça, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que moi, là, en professionnel qui essaie de faire de la prospective un petit peu, puis qui a une certaine sensibilité à santé mentale, moi, j'ai l'impression que je vois un mur arriver. Et je me demande qu'est-ce qu'on fait au niveau, concrètement sur le terrain, que ce soit au niveau des autorités, au niveau des universités. Est-ce qu'il est prévu d'essayer ou est-ce qu'on envisage d'essayer de mettre des mesures en place, de mettre du soutien en place, de faire quelque chose? Parce que là, je pense que la grande majorité de la population, soit ça ne rend pas compte, soit ne veut pas le voir, mais au niveau santé mentale, là, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais assister au webinaire à midi, parce que je voulais voir un petit peu où ça en était. Puis moi, je vous le dis honnêtement et sincèrement, là, je suis relativement inquiet sur cette question-là pour les prochaines années. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qui est dans l'air là-dessus? Est-ce que les études, c'est bien, il en faut, mais il faut aussi l'action sur le terrain. Merci pour votre question. Frédéric ou Anne-Sophie? Peux-tu y aller, Anne-Sophie? Je pourrais compléter. Oui, mais c'est effectivement un enjeu. Puis j'ai comme l'impression ça revient à la réflexion, à faire le pont entre la recherche qui se fait, là, la recherche scientifique, puis le terrain. C'est un défi dans plusieurs domaines. Puis il y a de plus en plus d'initiatives là, qui lient à la fois les savoirs citoyens puis les savoirs terrain avec des chercheurs, chercheuses plus universitaires et tout. Mais j'ai l'impression que c'est une partie de communication puis de collaboration, en fait, dans nos domaines pour que ce qu'on sait, ce qu'on voit, puisse être utile sur le terrain, être utilisé par les acteurs, actrices, mais aussi se rendre par en haut dans le développement de politiques publiques qui prennent en compte ces vulnérabilités-là puis ces impacts-là. Puis, c'est tout un défi, en fait. Donc, j'ai comme pas de solution, on dirait, mais c'est effectivement un enjeu important. Je sais pertinemment qu'il y en a qui travaillent très fort pour que ces ponts se fassent. Oui, oui. Ouais, ça, je pense que sur la difficulté avec la santé mentale, c'est que, comme on disait tantôt, il faut agir déjà sur la santé mentale en général les gens les plus vulnérables, c'est eux qui vont avoir le plus de difficultés psychologiques face à ça. Donc, il faut agir dès maintenant, mais malheureusement, c'est difficile sur le plan du gouvernement. Alors, les solutions, ça passe par quoi? Ça passe par, attendons de voir les conséquences sociales de ça. On l'a vu dans la pandémie. Quand on est en crise, là, on agit. Alors, malheureusement, je vais me faire peut-être prophète de malheur, mais je pense que c'est un peu ça qui va arriver. On va attendre que ça crée une crise sociale avant de mettre des ressources, avant d'intervenir. Puis donc, on va voir des enjeux sociaux apparaître comme le conspirationnisme, plus de ça, des groupes politiques, petits groupes émergents avec des idées plus extrémistes apparaître. Alors, c'est seulement rendu là qu'on va se mettre à agir parce que ça fait évidemment des années qu'on dit que il faut mettre plus de ressources sur le plan de la santé mentale. On peine à reconnaître que les gens peuvent vivre des difficultés sur le plan de la santé mentale. Je veux dire, on commence à avoir moins de préjugés sur le plan de la société par rapport à la santé mentale. Alors, on n'est même pas encore rendu au stade, je pense, d'investir massivement là-dedans, puis de comprendre même que la santé mentale engendre des coûts économiques très importants, puis qu'on serait gagnant d'intervenir, d'investir dans des ressources au préalable. Alors, on n'est pas encore dans cette compréhension-là. Puis malheureusement, moi, je pense que ça va prendre des crises avant d'agir. On est intelligent que quand il y a des crises, de toute façon. Donc, Ouais. Merci. Merci pour la question, merci pour vos réponses. Alors, on va y aller avec les 3 dernières questions. Après ça, je vous lirai ce qui reste dans le chat. Nathalie.
Monsieur Lamarche, je veux juste vous mettre un petit grain d'espoir. Je suis présente ce matin avec des étudiantes qui font leur maîtrise en travail social que j'ai invitées avec moi à participer au séminaire, donc il y a un peu d'espoir. Ma question, je leur ferai votre thumbs up là, dans le cours auquel on va assister tout de suite après. Ma question est très brève par ailleurs. Est-ce que dans les mesures que vous avez faites, vous avez considéré l'impact du revenu? Donc, est-ce que vous avez mesuré l'impact du revenu du revenu là, sur les réactions des personnes qui vivent des catastrophes? Je peux peut-être répondre pour les études sur les inondations. Là. Oui, bien, on tient compte du milieu socio-économique. Hein. Déjà aussi, je pense Sainte-Marthe sur le lac, c'est un milieu socio-économique un peu plus faible que d'autres régions là, du Québec qui ont été atteintes plus en 2017. Alors, ça a un impact, effectivement. Donc oui, on contrôle toujours pour ça parce que l'âge également, qui est un facteur, parce qu'effectivement, c'est des variables importantes là, qui nous permettent de cibler là, quels sont les facteurs qui sont les plus importants là, au final, là, puis qui créent le plus d'enjeux sur la santé mentale. Oui, pour ma part, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'on ne l'avait pas dans celui-là. Mais dans d'autres, parce que je fais d'autres études aussi, oui, on le compte. Par contre, au niveau de l'éco-anxiété, là, ce que les recherches montrent, en fait, c'est que c'est souvent les ultra-riches sont pas trop éco-anxieux, mais ceux qui ont un statut socio-économique plus faible, ils n'ont pas le temps d'être éco-anxieux non plus parce qu'ils sont en mode survie, puis ils ont d'autres choses plus urgentes à gérer. C'est un peu ce qu'on voit. Mais là, pour ces données-là que j'ai présentées aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on ait cette information-là. Merci Anne-Sophie. Monsieur ou Madame Aklobo Lorinda. D'abord, merci pour les deux présentations. Moi, ce que je me dis, je voudrais intervenir sur la présentation de Monsieur Frédéric au niveau des mécanismes de régulation. Je me dis, pourquoi il n'est pas conseillé de simplement arrêter de penser aux événements aversibles là? Est-ce que cela entraînerait d'autres impacts sur le bien-être de la personne ou pourquoi est-ce que ce n'est pas trop conseillé? Moi, je me dis, c'est plus simple et cela donnerait plus de stabilité psychologique là. C'est juste ma question. Oui, c'est une bonne question. Mais en fait, éviter de penser à quelque chose, c'est bon à court terme. Hein. Si on fait une présentation puis qu'on est stressé un peu, ben c'est correct de ne pas regarder les visages des gens puis d'éviter de penser à est-ce que ma présentation est bonne ou pas. Ça, c'est du court terme. À long terme, ce que les données montrent, c'est que les gens qui évitent de penser à des choses difficiles, ben ça revient. Hein, l'événement revient. Je pourrais juste vous dire, pensez pas à un ours blanc en ce moment. Pensez pas. Qu'est-ce que vous avez en tête? Un ours blanc. Alors, le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Hein. On peut éviter de penser juste temporairement à quelque chose, hein. Mais du moment qu'on met ça à l'arrière et qu'on n'élabore pas, ben, le cerveau, c'est une machine qui crée du sens dans le cerveau puis qui veut de la cohérence. Alors, il nous ramène toujours à la surface les choses qu'on a laissées en plan. Et ça, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des pensées intrusives, hein, des flashbacks qu'on appelle. Ah, puis ça va venir aussi agir sur les comportements des gens. Donc, les gens vont agir différemment à cause de ça. Puis souvent, ça va être des comportements moins adaptatifs à cause de ça. Donc, à chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, c'est sûr, c'est plus facile hein, d'éviter d'y penser, mais ça nuit à long terme. Donc, c'est plus d'essayer de faire sens de ça, d'intégrer ça, puis d'y trouver de la cohérence. Et souvent, mais ça va passer par l'élaboration, donc d'en parler de ces événements-là, puis d'essayer de les lier avec d'autres choses qu'on a vécues. Merci. Alors, dernière question, Christine Gervais. Merci. En fait, merci, c'est excessivement intéressant de vous entendre tous les deux. J'aurais une question pour Madame Gousse-Lessard. Je me demandais, est-ce que vous avez l'information de la proportion de votre échantillon qui sont parents également? Puis, est-ce que vous avez fait des analyses spécifiques par rapport à ce sous-groupe-là? Oui, c'est une bonne question. Oui, on l'a.
De mémoire, là, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec les données. C'était pas si concluant que ça parce que il y avait plein d'autres choses en fait qui rentraient plus en ligne de compte, là. Donc, dans ce paquet de données-là, là, dans cette étude-là, c'était pas si concluant. Par contre, ce que la recherche nous montre là, ailleurs, c'est que la parentalité peut jouer à la fois comme parfois comme déclencheur de l'éco-anxiété, c'est-à-dire en devenant parent, ça peut nous faire réfléchir davantage là, à l'avenir, à notre responsabilité, etc. Ça peut, certains rapports, parce qu'on a fait des focus group, là, on a mené des recherches au sein du GIREC là, avec des jeunes adultes et ils nous ont parlé aussi de la parentalité aussi, mais comme le fait d'être parent fait en sorte qu'ils ne peuvent pas abandonner et poursuivre leur lutte contre le changement climatique et tout. Donc, c'était lié aussi parfois à la fois à un peu de détresse, mais aussi à de l'espoir. Puis la parentalité, bon, d'autres recherches montrent, c'est l'idée de devenir parent ou non, en fait. Ben là, donc l'éco-anxiété peut jouer là-dessus aussi. Donc, on le sait très bien, là, il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, qui refusent ou qui doutent vouloir devenir parent dans le monde actuel, par exemple. Donc l'enjeu de la parentalité, de la générativité, donc penser aux générations futures, est lié à ça. Mais là, dans cette étude-là précis, non, mais c'est effectivement une variable importante et de plus en plus étudiée aussi. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Donc, vraiment, on aurait effectivement poursuivi cette discussion très, très intéressante. Je vais juste prendre un tout petit peu le temps pour lire quelques commentaires qu'on a dans le chat. Lily Lessard mentionne qu'il y a une cartographie des vulnérabilités psychosociales au changement climatique en train de se développer ou qui a été développée d'ailleurs dans la région Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent avec des projets de maîtrise d'étudiants. Il y a un dépôt final du rapport justement qui s'en vient. Également un projet risque financé aussi par le risque et Uranos sur la cartographie des vulnérabilités populationnelles aussi dans certaines régions du Québec. Et puis, Nathalie Blot aussi qui mentionne, complément à Sophie sur les données de santé mentale, il faut que ces données aussi hautement sensibles et confidentielles aussi soient davantage aussi peut-être partagées pour arriver à de telles cartes de vulnérabilité. Ça aussi, c'est les enjeux. Il y a quand même beaucoup d'informations aussi sensibles dans ces informations-là. Johnny Turmel qui mentionne aussi cartographie des vulnérabilités psychosociales aux événements météorologiques extrêmes, aussi en contexte changement climatique est en train de développer justement avec les 6 Chaudière-Appalaches. Donc, je pense que ça reprend aussi pas mal de commentaires de Lily, le projet Cassiopée. Je vais rapidement aussi, voilà, félicitations pour votre présentation et orienter davantage les messages vers des solutions plutôt qu'uniquement sur les impacts négatifs pourrait aussi aider certainement à diminuer l'éco-anxiété. Est-ce que c'est ça? Tu en as parlé aussi, Frédéric, à propos du fait qu'il y a aussi un réflexe de déni. Hein, c'est pas juste travailler, oui, il faut montrer aussi les impacts positifs et les solutions, mais il y a naturellement, c'est ce que pour résumer un peu ta pensée dans ce que tu nous as présenté, Frédéric, un réflexe naturel de déni et aussi de protection face à des événements qui sont de plus en plus stressants, en vue générale. Voilà. Donc, vraiment très, très intéressant. Je pense qu'on va continuer aussi ces discussions-là sur cet aspect-là. On l'a vu. Je pense qu'on a besoin de passer à l'action et aussi avoir plus de ressources dédiées sur la santé mentale. Le fait d'en parler aujourd'hui, puis on voit aussi que dans l'actualité, il y a de plus en plus démystifier aussi, puis sortir un petit peu, pas uniquement la santé, c'est pas juste un problème de santé physique, c'est aussi un problème de santé mentale, et qu'il y ait des ressources aussi qui soient dédiées à ça, c'est fondamental, dans le contexte évidemment des bouleversements climatiques et socio-environnementaux. Voilà. Si je peux résumer tout ça, encore une fois, merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été présents. Merci Anne-Sophie, Frédéric, c'est vraiment un plaisir de vous avoir et au plaisir de se revoir très bientôt pour un prochain webinaire. Mais encore une fois, merci Valérie. Et puis, félicitations pour vos 2 belles présentations. Alors, on va vous revenir, si vous souhaitez nous partager les présentations, Frédéric et Anne-Sophie, on les mettra également en plus de YouTube aussi, du vidéo
sur notre site web.